Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec une question. Et si la voiture autonome se trouvait en Europe? Vous savez, cette voiture qui permet de lâcher le volant notamment. Pour en parler dans cette émission avec nous, on a le plaisir de recevoir Michel Forissier. Bonjour Michel Forissier, directeur ingénierie et marketing chez Valeo. Soyez les bienvenus. En face de vous, Éric Lebeau est là. Bonjour Éric Lebeau, vous êtes le directeur général de VDCOM. C'est l'Institut pour la transition énergétique. Soyez les bienvenus. Et en duplex, on a l'habitude de la voir, il est toujours aux États-Unis, bien sûr, la Silicon Valley. C'est Marc Amblard d'Orsay Consulting. Bonjour Marc Amblard. Bonsoir Lionel. On est ravis de vous accueillir et de vous retrouver sur ce plateau avec, pour mieux comprendre ce qu'est la voiture autonome et comment elle va nous servir demain, j'aimerais qu'on se penche un tout petit peu sur ce que vous faites chez Valeo, notamment pour Mercedes et donc la classe S, qui va permettre maintenant de lâcher le volant, presque de faire une petite sieste. Eh oui. C'est presque ça, en fait, Michel Forissier. C'est presque ça. Pour faire une voiture autonome, il faut des capteurs, et après une électronique intelligente dans la voiture qui va piloter l'auto. Et ces capteurs, pour sophistiquer le niveau d'autonomie, pour le monter au niveau, ce qu'on appelle le niveau 3, on a besoin de faire une redondance entre des caméras qui sont déjà installées et un capteur supplémentaire qu'on appelle un lidar. Alors, un lidar, c'est un scanner laser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un radar, sauf que c'est à partir de lumière. Donc on balaye l'environnement devant la voiture avec un faisceau laser qui balaye et qui détecte en fait tous les objets jusqu'à une assez grande distance, qui mesure la distance en même temps, et donc qui vous permet de recréer complètement l'environnement 3D devant la voiture en combinaison avec la caméra. Et donc en combinaison ces deux capteurs, la caméra et le lidar, on arrive à faire vraiment une description très efficace de l'environnement devant la voiture. Vous équipez donc Mercedes avec ce fameux lidar, en effet, et vous avez parlé de niveau 3. Qu'est-ce que c'est le niveau 3 justement? C'est en termes de sécurité. Je crois qu'il faut préciser quand même à celles et ceux qui nous regardent qu'on peut lâcher le volant de la voiture autonome, mais en dessous de 60 km/h. Pour l'instant, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est en dessous de 60 km/h. Ce qui est déjà pas mal quand même, hein, Michel Forissier. C'est pas mal. Dans le système de voiture autonome, on parle de niveau 1, 2, 3, 4, 5. Le niveau 5, c'est une voiture sans volant qui se conduit toute seule. Le niveau 3, c'est une voiture où vous pouvez, dans certains cas, en dessous de 60 km/h, lâcher le volant et quitter les yeux de la route pendant un petit moment, et la voiture peut avancer toute seule. Alors, typiquement, c'est très utile dans les embouteillages en ville pour éviter de tamponner avec la voiture de devant. Donc évidemment, c'est limité en vitesse aujourd'hui à 60 km/h. Il y a des travaux en cours, notamment en Allemagne, pour essayer de pousser cette limite un peu plus loin, notamment sur autoroute à 130 km/h. Et pour ça, vous avez besoin d'un lidar pour assurer la sécurité du système. Marc Amblard, en matière de voitures autonomes, les Européens sont passés devant les Américains. Enfin, en tout cas, là, avec ce que nous explique Michel Forissier avec Valeo et avec Mercedes, bien, ce sont les Européens qui sont devant les Américains, n'est-ce pas? Effectivement, comme décrivait Michel, tout est dans la nuance. Il y a ces différents niveaux qui rendent votre commentaire, qui nécessitent réponse à votre commentaire. Effectivement, l'Europe est devant sur le niveau 3, qui est le niveau le plus avancé aujourd'hui pour des véhicules distribués à tout le monde, je veux dire à des acheteurs privés. Par contre, sur le développement du niveau supérieur, le niveau 4, qui permet, dans des conditions spécifiques, de laisser entièrement le véhicule se débrouiller seul, conditions c'est-à-dire de météo, de géographie, de lumière. Là, les États-Unis sont devant et la Chine l'est aussi d'ailleurs. Mais votre commentaire, effectivement, est dans certains sens confirmé. Pour la partie niveau 3, les Américains n'ont pas pris comme connaissance d'y passer. Ils se développent beaucoup sur le niveau 2, on pourra y revenir, qui est le niveau sur lequel le véhicule est indépendant, mais nécessite en fait que le conducteur conserve le contrôle, les yeux sur la route, les mains sur le volant éventuellement. Et là, GM et Ford avance bien, mais comme les Européens. Éric Lebeau, quel est votre regard justement sur l'évolution technologique, mais aussi l'évolution commerciale, tous les accords qui sont trouvés entre les différentes entreprises, les groupes également, tous les grands groupes qui veulent se développer autour de la voiture autonome. Stellantis annonce notamment une voiture autonome de niveau 3 pour
2024. Quel est votre regard sur cette évolution et sur ce marché? Alors, j'aurais un regard plutôt sur la partie française, voire européenne, puisqu'on est plutôt tourné sur ces activités-là. On travaille beaucoup, notamment avec les grands constructeurs français. Ce qu'on peut voir, c'est que le grand enthousiasme qu'il y a eu dans le début, enfin au milieu des années de 2010, là, vers 2015-2016, est quand même un peu retombé. C'est-à-dire que, aussi bien d'ailleurs chez les constructeurs que même chez les pouvoirs publics, on sent que le véhicule totalement autonome de niveau 4, comme il a été expliqué là, qu'on espérait tous. Alors Elon Musk l'a promis en 2018, puis en 2019, puis en 2020, puis l'année prochaine. Bon, maintenant, cette perspective commence à être un peu plus lointaine pour les constructeurs généralistes qui se sont plutôt focalisés sur aujourd'hui tout ce qui est aide à la conduite, donc plutôt le niveau 2, voire le niveau 3. Et encore, tous n'ont pas la même perception du marché qu'il y a derrière, en fait. Voilà. Vous travaillez donc avec Mercedes, avec ce lidar. C'est une première mondiale, on est d'accord, hein. C'est la première fois qu'un constructeur automobile est capable d'obtenir une accréditation officielle d'un niveau 3. D'ailleurs, le président de Daimler a montré avec fierté son accréditation qu'il a obtenue en Allemagne. Et donc, on est très fiers parce qu'effectivement, sans notre lidar, ils n'auraient pas pu le faire. Mais les Américains ne semblent pas inquiets, enfin en tout cas pas vexés. Si on écoute Marc Amblard, on va lui céder la parole dans un instant, mais il ne semble pas vexé que ce soit un Européen qui ait fourni cette voiture de niveau 3. On est tous dans une course à la technologie et à la performance. Marc l'expliquait bien, probablement sur des niveaux 4 ou 5, et notamment sur des usages professionnels de navettes ou de robotaxis. Les Américains et les Chinois sont sans doute un peu en avance. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour la voiture particulière, c'est la Mercedes Classe S, hein, c'est elle qui vient d'être annoncée et qui est la première voiture en Europe officiellement déclarée niveau 3. On va parler des exigences sécurité dans quelques instants. Est-ce que cela veut dire, Marc Amblard, j'ai bien compris la différence niveau 3, niveau 4 et notamment niveau 3 donc pour des usagers, pour monsieur tout le monde en quelque sorte, on va pouvoir lâcher le volant en dessous de 60 km/h. Est-ce que cela veut dire que ça intéresse moins les Américains, la technologie et les groupes américains que de s'investir véritablement dans cette course à la voiture niveau 3? Effectivement, je pense que ça concerne pas uniquement les Américains. Certains constructeurs européens, voire asiatiques aussi, vont sauter le niveau 3 pour des raisons qui sont liées à une perception sur le risque associé à ce niveau 3, en particulier la capacité du conducteur à reprendre la main. Aujourd'hui, le niveau 3 exige que le conducteur soit capable de reprendre la main sur le contrôle du véhicule dans un temps qui est pas, pour ma connaissance, qui n'est pas bien défini. Peut-être que Michel en sait plus là-dessus, mais en tout cas, dans des conditions pour lesquelles le véhicule n'est pas capable de maîtriser sa trajectoire, eh bien, le conducteur doit être capable de reprendre la main. Et aujourd'hui, ça pose question pour certains constructeurs qui ne veulent pas prendre ce risque, puisque la responsabilité incombe aux constructeurs, entre autres, pour être capable de mesurer la capacité du conducteur justement à être éveillé. Voilà. Donc, je pense que c'est un choix stratégique aussi que de passer ou pas par le niveau 3. Alors, par ailleurs, le niveau 4, je pense que des constructeurs américains ont fait des annonces. Je pense que Marie Barra, la patronne de GM, a annoncé pendant CES qu'elle prévoyait de lancer le niveau 4 sur des véhicules pour Madame Tout-le-Monde au milieu des décennies. Et de la même façon, Mobileye, qui était une entité d'Intel, a annoncé aussi qu'ils allaient fournir pour 2024, je crois, à Zeekr, un nouveau constructeur chinois, un système permettant de faire du niveau 4 aussi. Donc, je pense qu'on vous dit aussi, Lionel, que le niveau 4 est pour beaucoup plus tard. Moi, j'ai du mal à le voir au milieu de décennie, mais des constructeurs l'annoncent. À voir. Bon, à voir, très bien, mais c'est intéressant en tout cas de faire vraiment cette différence entre le niveau 3 et le niveau 4 pour encore mieux comprendre, et surtout en matière de sécurité. Marc Amblard le disait, Eric Lebeau, c'est peut-être pour ça aussi pour que les Américains sont assez prudents, parce qu'il faut bien dire à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui que la voiture, l'automobile, est dépendante d'un logiciel. Absolument. Ça fait un peu peur quand même, non ? C'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur le niveau 3. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que le conducteur doit être à tout moment capable de reprendre le contrôle du véhicule si le véhicule se trouve dans une situation qu'il ne sait pas gérer. Exact. Ce qui peut arriver dans tout à quel cas. Ce qu'on a pu voir par des recherches, c'est que le conducteur, s'il est en train de jouer à Candy Crush sur son téléphone, le temps qu'il reprenne la connaissance du contexte finalement environnemental et être en capacité de prendre une décision pour agir, freiner, tourner le volant, faire quelque chose, il lui faut plusieurs secondes. Ce qui explique qu'aujourd'hui, les limitations sur la vitesse, puisque plus on va vite, plus on parcourt de distance, évidemment, en quelques secondes. Donc c'est aujourd'hui ce qui pose beaucoup de questions, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a un tel contraste d'approche entre les différents constructeurs. Est-ce que cela veut dire, donc, pour bien comprendre Michel Forissier, que le lidar permet, à moins de 60 km/h, on est d'accord,
et autorise le conducteur, s'il joue sur Candy Crush, je reprends l'expression d'Éric Lebeau, de réagir s'il y a un obstacle ou s'il se passe quelque chose d'imprévu pour reprendre le contrôle de la voiture. Alors il faut comprendre que dans tous les systèmes de sécurité automobile, un des concepts essentiels, c'est ce qu'on appelle la redondance. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plusieurs capteurs, un peu comme les yeux et les oreilles, qui se complètent. Ben là, vous allez prendre une caméra et un lidar qui se complètent, et avec des signaux de nature différente, comme les yeux et les oreilles, vont vous permettre d'avoir deux appréciations complémentaires de l'environnement pour être plus sûr de la perception que vous avez de l'environnement. Si vous n'avez qu'une caméra ou que des yeux ou que des oreilles, il suffit qu'il y ait un bruit par rapport à l'oreille, par exemple, et vous ne percevez plus. Donc il faut caméra et radar. Donc là ce qui est admis, c'est qu'il faut une redondance, et dans tous les systèmes de sécurité, il faut une redondance de systèmes différents pour assurer un niveau de sécurité suffisant. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous avez dans le logiciel des mises en sécurité automatiques qui font que dès lors qu'il y a le moindre truc un peu anormal qui se passe, la voiture toute seule va se mettre en sécurité. C'est-à-dire, basiquement, elle va freiner et elle va finir par s'arrêter. Ça, c'est quand même un b.a.-ba aussi de la conception du système. Puis le troisième système que vous avez dans une voiture de niveau 3, c'est que vous avez, alors c'est pas encore obligatoire, mais ça va le devenir, ce qu'on appelle un driver monitoring system en anglais, c'est-à-dire un système qui regarde le conducteur, qui regarde d'abord s'il s'endort. On le fait aujourd'hui pour vérifier les gens qui ont tendance à s'assoupir ou être un peu éméchés, on va dire. Mais là, en l'occurrence, on va regarder s'il a les mains sur le volant ou les yeux sur la route. Et si jamais il y a un incident qui pourrait arriver, qui est détecté, et qu'on voit par ce système que le type n'a pas les mains sur le volant ou les yeux sur la route, à ce moment-là, on va envoyer de la lumière ou un son ou une vibration pour le réveiller et lui attirer son attention immédiatement. Donc il y a une forme d'alerte préventif qui est mis en place. Et donc c'est toute la combinaison de ces systèmes-là, il y en a un peu d'autres aussi, qui font qu'on améliore les systèmes au point qu'on cadre pratiquement tous les cas d'usage en termes de sécurité. Est-ce que c'est ce procédé, Michel Forissier, qui va permettre à ces voitures de rouler plus vite? C'est-à-dire que la voiture sera autonome au-delà de 60 km/h? Alors, ça ne suffit pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'au CES, et je pense que Marc y était... Le CES de Las Vegas. Hein. À Las Vegas, pardon, oui, qui est le Consumer Electronic Show, la grande messe de la digitalisation du monde et des voitures en particulier. Nous avons présenté la 3e génération de notre lidar, donc pas celui qui équipe la Mercedes, celui qui va venir après, parce que celui-là, il a une portée beaucoup plus longue et une performance bien plus importante, et il permet de regarder à 200 mètres, avec des mesures précises à 200 mètres, avec un angle encore plus ouvert et plus précis. Et donc, notamment, il va permettre, c'est pas encore démontré, mais il va permettre de rouler à des vitesses plus importantes pour détecter, notamment quand vous êtes sur l'autoroute, par exemple à 130 km/h, des objets qui seraient tombés sur la route. Par exemple, un morceau de pneu ou le moindre objet qui serait tombé d'une voiture. Ça, à 130 km/h, il faut vraiment que vous ayez quelque chose qui va voir assez loin et précisément pour vous mettre en sécurité. C'est une question de vitesse et de distance. Et là, notre lidar 3e génération permet de voir à 200 mètres. Et ça, c'est pour quand? C'est-à-dire la voiture autonome avec ce nouveau lidar, c'est pour quelle année? Ça, c'est pour 2024. Aujourd'hui, on est en train de le mettre au point pour le sortir en production. Mais on voit qu'année après année, on progresse sur les performances des capteurs. Alors, pas que sur les lidars, on progresse aussi sur les radars, on progresse aussi sur les caméras. Tout ça est un ensemble qui progresse. Et puis, les logiciels aussi, ils progressent beaucoup, notamment avec l'apport de l'intelligence artificielle qui permet de mieux comprendre ce qui se passe sur la route, d'apprendre en permanence ce qu'on y voit et donc de mettre en sécurité de façon plus aboutie à chaque fois que quelque chose de nouveau arrive. Vous parliez du niveau 4, Marc Amblard, tout à l'heure, donc pour les moyens de locomotion, le déplacement et autres véhicules. C'est le même principe ou c'est encore quelque chose de différent, technologiquement parlant? Alors, il y a deux choses. D'abord, en termes d'équipement, de mesures, ce sont les mêmes que ceux que décrivent Michel. Caméra, lidar, radar. Alors après, il y a la nécessité aussi pour des systèmes de niveau 4. Alors dans le niveau 4 aussi, tout est dans la définition du périmètre d'usage. Ça s'appelle ODD en anglais. C'est en fait le permis sur lequel le véhicule est capable de fonctionner. Périmètre à nouveau de jour, nuit, ou bien pluie, neige, ou versus beau temps, ou bien zone urbaine, zone autoroute, et encore quelle ville, et pas toutes les villes, puisqu'il faut les cartographier. Donc ensuite, la différence est la capacité, mais plutôt software, apprentissage des algos de machine learning, pour être capable de fonctionner dans ces diverses conditions. Alors plus on resserre le domaine, bien sûr plus ce sera facile. Ça peut être que d'autoroute, aucun véhicule, aucun animal.
À ce moment-là, c'est relativement facile. Ça peut être de la ville au centre de Paris à 5 heures le soir, le vendredi. À ce moment-là, c'est tout à fait différent. Donc, et cette nuance se trouve ensuite dans l'apprentissage du software et pas du tout dans le hardware, sauf le hardware de calcul, éventuellement, pour être capable de gérer tous ces signaux et les gérer dans les temps qui permettent la sécurité voulue. Et Marc Amblard, le fait que Tesla reste au niveau 2 avec seulement une caméra, hein, si je parle sous votre contrôle, sous le contrôle évidemment de tous nos invités en plateau, c'est quoi? C'est une politique sécuritaire, de retrait, de réflexion, ou au contraire, on trouve que c'est un confort à développer aussi économiquement qui est amplement suffisant? Il y a une position dogmatique de la part d'Elon Musk d'avoir dès le départ refusé l'application de l'utilisation de lidar. Les voitures étaient équipées jusqu'à l'été dernier de radars qui ont été supprimés de la nomenclature. Et donc, après, l'industrie, Michel est plus sur le domaine technique ou plus pointu que je le serais, ou Eric. Moi, je constate simplement que l'industrie dans son ensemble juge, comme le dit Michel, qu'il faut redondance sur l'ensemble de ces capteurs. Elon Musk prend une position orthogonale à ça. Voilà, d'un point de vue technique, j'ai du mal à voir la capacité. Moi, je roule en Tesla et c'est vrai que le niveau 2 fonctionne très bien. J'ai eu l'occasion, j'ai fait 700 km dimanche, pour aller chercher mon fils. Je suis revenu de nuit sur l'autoroute et j'étais très content d'avoir le niveau 2 pour pouvoir avoir cet accompagnement pour rester entre les deux bandes blanches. Voilà. D'accord. Non, mais c'est très intéressant aussi d'avoir en effet ce point de vue, votre point de vue personnel aussi avec votre fils. Marc, merci de partager ce témoignage. Éric Lebeau, demain, toutes les voitures, quand je dis demain, c'est pas 2024 hein, avec le nouveau lidar, mais dans quelques années, toutes les voitures seront autonomes ? Uniformément, et peut-être dans le monde, on a compris qu'il y avait des disparités, des choix industriels qui étaient différents, mais est-ce que demain ou après-demain, toutes les voitures seront autonomes? En tout cas, aujourd'hui en France et en Europe, j'ai envie de dire, mais surtout en France, on travaille quand même depuis plusieurs années sur le véhicule autonome. Il y a un programme qui s'appelle France Véhicule Autonome qui a été lancé il y a plusieurs années, qui permet d'explorer tous ces sujets-là. Et en fait, après 4-5 ans de travaux, la position s'est recentrée plutôt sur le véhicule automobile, mais ce n'est pas la priorité absolue. Aujourd'hui, on est plutôt sur des cas d'usage autour des navettes et du transport public automatisé. Ouais. Et d'autre part, le cas d'usage du fret automatisé, donc tout ce qui est transport logistique, que ce soit long courrier, donc pour faire ce qu'on appelle du platooning, c'est-à-dire des camions qui se suivent sous forme de petits trains là, sur l'autoroute, de façon à se libérer de la contrainte des chauffeurs, qui est une des contraintes importantes qu'on a aujourd'hui, ou que ce soit tous les aspects de logistique, de dernier kilomètre, dans des sites fermés, par contre des sites industriels par exemple. Donc c'est plutôt sur ces cas d'usage que se focalise aujourd'hui l'attention, au moins en France. Bon, après, les retombées pourront arriver sur le véhicule individuel, mais il est à craindre, en tout cas aujourd'hui, que le coût technologique lié à l'autonomisation ne soit un frein à son déploiement, en tout cas. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est toute la démonstration de sécurité. Aujourd'hui, par exemple, pour faire un véhicule autonome, la France est leader et pionnière aujourd'hui, au moins en Europe, sur l'aspect réglementaire. Parce que dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, qui a été mise à jour l'année dernière, il y a un cadre réglementaire qui a été défini pour que dès 2022, donc cette année, on puisse ouvrir des services de véhicules totalement automatisés sans conducteur. Jusqu'à présent, on faisait des expérimentations, il y avait toujours un safety driver, on appelle ça, c'est-à-dire un gars qui est globalement dans la navette et puis qui est là pour interagir si jamais il y a un problème. Là, on va pouvoir avoir des services qui vont démarrer sans personne à bord, avec une supervision à distance pour éventuellement gérer des cas exceptionnels. Mais en revanche, on est sur des cas, sur soit des parcours définis ou sur des zones prédéfinies sur lesquelles on aura pu démontrer la sécurité. Donc on voit qu'on est quand même très loin. C'est un beau progrès, on est leader. Et pourtant, c'est quand même très restreint. Il y a encore du chemin. Voilà, il y a encore du chemin. Est-ce que cela veut dire que le groupe Valeo travaille sur ce genre de projet, et notamment sur le niveau 4 hein. Vous voyez, maintenant, on a bien fait la distinction entre niveau 3 et niveau 4. Est-ce que vous travaillez aussi sur le niveau 4 mais bien sûr, et on l'a démontré. On a travaillé avec des clients qui font des navettes autonomes
et voire même plus. Parce qu'en fait, les technologies sont les mêmes. En fait, vous utilisez les mêmes types de capteurs. Après, c'est la redondance des capteurs, le nombre de capteurs que vous mettez dedans, ce qu'on appelle la fusion des capteurs au sens de l'intelligence d'acquisition des données. Et après, il y a tout le logiciel et toute l'intelligence artificielle qui vient derrière. Donc, il y a une forme de continuum de compétences au travers de ces niveaux-là. Mais par contre, si vous me permettez, je pense qu'il faut revenir un peu aux besoins. Parce que ce qui est important, d'abord, c'est la sécurité des voitures. Et donc, pourquoi on fait ça ? La première raison qu'on fait, c'est pour faire des niveaux 1, des niveaux 2 qui apportent ce qu'on appelle de la sécurité active. C'est-à-dire, on a tous connu dans le passé les airbags, le renforcement des carrosseries, etc., pour améliorer ce qu'on a appelé la sécurité passive dans des voitures, pour éviter les morts dans les voitures. Bon, il y a encore beaucoup de morts, il y a plus d'1 million de morts sur les routes encore dans le monde, donc ça, c'est quand même une calamité. Et donc, l'étape d'après, c'est la sécurité active. Et la sécurité active, ça a commencé dans les années 80 avec l'ABS. Au début, tout le monde disait c'est quoi ce truc ? Puis finalement, maintenant, tout le monde en a. Donc plus personne ne se pose la question et reconnaît les vertus de l'ABS. Et donc là, on a apporté petit à petit, depuis maintenant quelques années, des fonctions qui constituent le niveau 1 et le niveau 2. Par exemple, le maintien dans la voie, le changement automatique de voie, le freinage automatique d'urgence, la régulation automatique de distance avec la voiture qui est devant, qui sont toutes comprises dans les niveaux 1 et niveau 2 et qui utilisent déjà des radars, des caméras, etc. Le parking automatique. Aujourd'hui, nous, on est leader mondial du parking automatique. Votre voiture, vous pouvez la lâcher, elle se garde toute seule à 5 km/h, donc à des vitesses très lentes. Elle s'arrête dès qu'il y a le moindre obstacle. Mais ça permet d'obtenir du confort et de la sécurité dans l'usage de la voiture. Le niveau 3 commence à devenir effectivement un petit peu plus sexy en termes de communication, en termes de visibilité, parce qu'effectivement, on libère le conducteur d'une contrainte qui est d'être tout le temps crispé à son volant, y compris dans des situations de stress comme des bouchons en ville qui sont souvent un peu pénibles. Et donc ça devient effectivement l'étape d'après. Et comme le disait très bien Marc, les étapes ultérieures qui sont niveau 4 et niveau 5, c'était votre question, là on est plus dans des usages professionnels. Effectivement, la livraison dernier kilomètre, les navettes automatiques, où là ça fait du sens pour des questions opérationnelles. Parce que là, il faut que ça tourne tout le temps, en fiabilité permanente. Vous n'avez pas le temps d'attendre qu'il y ait un nouveau chauffeur qui arrive ou qu'il aille déjeuner. Là, vous pouvez avoir quelque chose qui tourne en permanence. Donc on voit bien qu'on combine finalement plusieurs usages, plusieurs besoins marchés différents avec ce qu'on appelle une feuille de route, une roadmap en anglais, de technologie qui finalement assemble des briques qui ont été développées, capteurs et logiciels. Sujet passionnant, effectivement, et le temps qui nous est imparti s'achève. Merci à tous les trois, évidemment. Et c'est le moment pour moi d'être dans le cadre d'une émission totalement autonome. Je lâche les rênes de l'émission pour rendre l'antenne. Et on se retrouve très prochainement, évidemment, sur Mobility TV. À bientôt.